Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur KDM et comme je l'avais prédit, enfin même dit dans l'ancienne vidéo pour ceux qui l'ont vu, nous allons faire une chasse d'un monstre un petit peu particulier, du Gigalion, avec une nouvelle colonie, une autre colonie tout simplement. Donc c'est vraiment une vidéo hors campagne, donc pour ceux qui sont en retard sur la campagne, sur les vidéos qui ont pas eu le temps de visionner, bah, ça va leur permettre de visionner le reste de la campagne. Donc je vais attendre pour pouvoir continuer. Et puis pour ceux qui sont à jour, et ben ça va vous permettre de patienter. Voilà. Pour ceux qui veulent découvrir le jeu, avoir un petit peu plus de règles, tout ça, ben, cette vidéo est aussi faite pour vous. Alors voici comment ça se présente. Donc cette vidéo va être faite en trois parties. La première partie, ça va être la mise en place plus la lecture, on va dire, des protagonismes, c'est-à-dire des personnages, puisqu'on verra que les personnages ont un stuff bien spécifique, donc il faut qu'on l'apprenne aussi, nous, ce stuff, avant de pouvoir jouer. Si on ne l'apprend pas, bah, c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer correctement sans faire d'erreur. Donc ça va faire partie de la première partie. Donc tout ce qui est mis en place, des personnages, mise en place du lion, tout ça, tout ça. Deuxième partie, l'affrontement. Et puis voilà. Donc si jamais vous voulez pas voir la mise en place, je vous invite à aller directement sur l'affrontement. Vous allez avoir une timeline en bas. Le problème de ça, c'est que vous n'allez pas découvrir les équipements des personnages. Donc ce que je peux vous faire, alors je peux vous faire première partie équipement. Non, première partie, pardon, mise en place. Deuxième partie équipement et troisième partie affrontement. Voilà, comme ça, si vous voulez aller voir que les équipements, bah, vous cliquez. Il n'y aura pas besoin de regarder la mise en place. Donc on va commencer directement avec la mise en place. Alors, avant tout, on va essayer de lire le fluff au niveau de l'extension. Donc c'est une extension qui s'appelle les vignottes de la mort, hein, d'accord, avec donc les règles, entre guillemets, hein, les mini-règles indiquées dans le livre, d'accord. Et puis voilà, donc ici ça c'est le showdown que l'on peut jouer en standalone, c'est-à-dire quand vous êtes avec des amis. Si vous voulez pas forcément faire une campagne, ben, vous pouvez simplement jouer ce showdown là. Donc là c'est ce qu'on va faire puisqu'on est hors campagne. Par contre après une fois que si vous voulez donc intégrer le Gigalion dans votre campagne et après pouvoir le chasser, et ben ça sera ici où vous allez pouvoir donc le chasser avec une phase de chasse et une phase d'affrontement. Voilà. Sachant qu'il peut être chassé que level 2 et level 3. Il n'y a pas de level 1. Voilà, pour information. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus standard. Mais nous, du coup, c'est ici que ça nous intéresse, puisque ça, c'est le standalone, entre guillemets. On va lire donc la petite histoire, avant de commencer, ce qui est normal. Alors, on nous dit quoi? Donc, c'est en petit, c'est vraiment un petit livret, hein, regardez. C'est vraiment un petit livret, donc c'est vraiment petit. On nous dit donc les survivants donc de Didrock avaient perdu la trace de leur proie. Affamés et fatigués, ils se cachaient de l'obscurité oppressante dans un recoin où il y avait pas mal de pierres. La dépression et l'ancienneté remplissaient leur silence. Le temps passait, leur corps prosté, vidé d'espoir. Et du coup, après, on nous dit qu'il y a ouais, je sais pas. On nous dit il y a la survivante. Une des survivantes, en fait, elle caresse un rocher et elle parle toute seule, elle murmure, en fait. Voilà. Donc, en fait, il y avait, ils étaient en mode désespoir. Ils sont dans le désespoir, voilà, du fait qu'ils aient perdu leur proie et qu'ils sont affamés, fatigués. Donc, ils sont vraiment, bah, le moral au plus bas, entre guillemets. Du coup, ils décident de s'aventurer plus profondément dans les ténèbres.
Et en fait, ils vont tellement profond qu'il n'y a jamais personne qui l'a jamais été autant. Et du coup, ils trouvent une tombe. Donc du coup, en voyant la tombe, bah, ils sont contents. Il y a une lueur d'espoir qui renaît dans leur regard. Donc ils suivent, ils continuent leur route. À un moment donné, ils tombent donc sur une montagne une montagne sifflante. Je sais pas comment on le traduit là, le flame. Ok. Et du coup, ils passent à travers une fissure. Ensuite, ils trouvent un mur, donc ils continuent d'avancer. Ils trouvent un mur en pierre, tranchant comme des rasoirs. Du coup, ils ont utilisé leur manteau pour adoucir le fait que ça soit coupant. Donc ils ont traversé un mur en fait, hein, un mur en pierre, et ils ont utilisé leur manteau pour qu'ils se protègent, pour éviter toute griffure ou blessure. Et donc du coup, à un moment donné, quand ils continuent à avancer, il y a le sol qui il tournait. En dessous de eux, il tournait. Et du coup, ils se cassent la gueule. Et du coup, vu qu'ils avaient le tournis, bah, ils vomissent. Normal. Et puis à la fin, un champ détruit s'ouvrit devant eux. Donc voilà, un champ de bataille, mais complètement détruit. Au sommet d'une pierre, il y a de la chair en décomposition. Et il y a un lion blanc, plus gros que tous ceux qu'ils avaient déjà vus. Son visage, il est massif. Et du coup, ils se tournent dans leur direction. Le lion se tourne dans la direction des survivants. Il les voit en fait. Les narines dilatées. Il les sentit en fait. Il, euh, il sent leur parfum de la chair fraîche. Et donc, du coup, eux, ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire bah, une chasse pour bouffer. Voilà en gros ce qu'ils nous disent. Donc en fin de compte, si on résume en 2 minutes, c'est des survivants qui ont perdu leur proie. Et à un moment donné, ils continuent leur chemin et ils trouvent une sorte de grotte. Voilà, ils traversent les montagnes, ils trouvent une sorte de grotte. Et puis en montant la montagne, ils trouvent, comme vous pouvez le voir ici, là, au niveau de l'illustration, un champ de bataille avec plein de corps et tout. Et au bout de ce champ de bataille, un lion féroce. Et puis c'est trop tard, quoi. Le lion, il les sent et le lion a faim, entre guillemets. Et après, c'est le combat qui commence. Voilà à peu près l'explication qu'on nous donne pour ça. Voilà, donc en fait, ils se sont retrouvés nez à nez avec le lion. Et puis voilà, bon, eux, ils sont contents parce que du coup, ils trouvent une proie. Et puis le lion, il est content parce qu'il veut les manger. Tout simplement. Donc on doit suivre un truc spécifique, une mise en place spécifique pour ce showdown. En temps normal, si on veut le jouer dans notre campagne, par exemple, les cartes qu'on va utiliser, elles sont tirées aléatoirement, hein, comme pour tout monstre, hein, c'est-à-dire 10 cartes B, 5 cartes A, normal. Sauf que là, ils nous disent de faire un deck spécifique en utilisant ces cartes-là. Et puis en mélangeant évidemment toutes les cartes, hein, elles sont pas dans l'ordre, il faut les mélanger évidemment. Donc là c'est fait, je les ai déjà récupérées, je les ai déjà mises parce que je savais que ça allait être assez long, donc je les ai déjà récupérées, je les ai déjà mises. Par contre on nous dit attention, le Smart 4 ça doit être la première carte du top deck, donc c'est ce que j'ai fait. Donc le deck avec toutes les cartes qu'on nous a données, il est ici. Je l'ai évidemment mélangé. Et la première carte, donc ça sera le Smart 4 comme ils nous ont demandé. Voilà. En fait, c'est le deck du lion blanc, hein, pour info. Sauf que il y a quelques cartes en plus par rapport à lui. Mais sinon, c'est le deck du lion blanc. Et pareil pour les cartes HL, c'est le deck du lion blanc avec quelques cartes en plus. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes par rapport à. Ils auraient pu faire un système de carrément une nouvelle IA, mais du coup, ils ont récupéré l'IA du lion blanc. Donc, si vous retrouvez des cartes de l'IA du lion blanc que vous avez déjà vu, bah, c'est normal puisque c'est le même deck. À quelques cartes près, c'est le même deck. Voilà. Mais il est un peu plus costaud dans le reste. Donc là, on nous dit qu'il est vicieux et qu'il est des méga griffes.
Donc ça, c'est constant, que l'on va voir après, avant le début du match ou pendant la mise en place. Non, avant le début du match plutôt. Donc voilà, il est level 2 en custom decklist, donc c'est fait. Il a un mouvement de 8, une robustesse de 10, et on nous dit attention qu'il a plus 1 de speed et plus 1 de damage. Donc de base, sans rien faire déjà, il a plus 1 de speed, plus 1 de damage qu'on va devoir lui donner. Donc je vais lui donner plus 1 de speed, plus 1 de damage. Alors, speed, damage, voilà. Donc plus 1 speed, plus 1 de damage. Donc je lui mets ici pour dire que, hop, plus 1 de speed, plus 1 de damage. Alors faut pas y oublier évidemment. Mais il a déjà ça en plus sur toutes ses attaques, évidemment. Parce que c'est général. Voilà, à peu près. Et puis après, il faut qu'on mette en place le showdown. Donc le lion a été mis au milieu, ça c'est bon. Alors vous voyez qu'il a il fait 3 cases sur 3 cases au lieu de 2 cases sur 2 cases par rapport au lion standard. Alors on nous dit, les survivants, ils sont en bleu sur le showdown. Donc, alors par contre, il n'y a pas forcément d'ordre, donc c'est nous qui choisissons l'ordre enfin dans quelle position on veut les mettre. Donc là, je connais pas du tout les persos, donc je vais les mettre au pif. Puis si je vois qu'une fois que je connais les persos, je veux changer, bah je changerai. On voit qu'il y en a un, 2, il y en a un là. Ensuite, il y en a un, 2, il y en a un là. Voilà. Ensuite, 1, 2, il y en a un là. Voilà. Et puis, il y en a un derrière. Faut que je enlève un peu ça. 1, 2, il y en a un là. Voilà. Alors, c'est pas évident de tout montrer hein, à la caméra, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça, ça me permet de le bouger. Comme ça, vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà le positionnement des survivants. Alors, il n'y a pas spécialement de place, c'est-à-dire que lui, je peux le mettre là et inversement. Voilà. Donc, je vérifie quand même, voir si je ne me suis pas trompé. Donc, 1, 2, c'est bon. 1, 2, c'est bon. 1, 2, c'est bon. 1, 2, c'est bon. Là, je ne me suis pas trompé. Ensuite, on nous dit qu'il y a un terrain Tellgrass, une Storm Column, un Giant Stone Face. Voilà. Et on doit le placer comme c'est écrit. Après, évidemment, quand on va faire nous nos shutdowns, vous voyez que c'est différent. Hein. D'ailleurs, les terrains, il y a 2 random terrains comme pour le lion standard. Mais là, en tout cas, on doit respecter ça. Donc, je vais aller chercher tout ce qu'il faut en élément 3D et je reviens. Ok, donc j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Alors, on commence avec 2 Tellgrass. Donc ça, on connaît, hein, on en a eu plein avec le lion. Alors, ils nous disent d'en mettre un juste derrière le personnage, ici. Alors, je les ai pas en 3D, ceux-là. Et puis, un sur le côté. Alors, sur le côté, juste ici. Voilà. Donc là, on a mis les deux herbes. Les colonnes, donc ça, c'est les colonnes 3D. Donc, il y en a un ici, une ici. Il y en a une, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 ici. Et puis la dernière, elle est... Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, elle est là. Voilà pour les colonnes. Et puis le stone face qui est juste derrière ici. Voilà, le stone face. Alors, du coup, je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas du tout à quoi ça correspond. Donc, il faut qu'on regarde ensemble avant de commencer, évidemment. Ouais, je pense que... Alors, est-ce qu'on regarde... Je regarderai peut-être ça au début. Ouais, je vais regarder ça au début. Là, on fait vraiment la mise en place. Bah, en termes de mise en place, je pense qu'on est bon, là. Ouais. Donc là, en mise en place, on a terminé. Voilà la mise en place du showdown. On a terminé. On n'a plus besoin de ça pour le moment. Voilà, donc il commence avec Vicious et Gigaclo. Il faudra bien s'en souvenir. Ok, donc ça, on n'a plus besoin. Donc là, maintenant, on va passer à tout ce qui est équipement, tout ce qui est justement terrain, savoir un petit peu comprendre tout ce qui se passe, tout ça. Faire la fiche des persos et après, voilà, c'est parti. Donc là, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo
Donc tout ce qui est équipement, compréhension, tout ça. Donc on va commencer par les terrains. Donc les terrains, le géant Stoneface. Donc on nous dit que c'est un obstacle déjà. Et c'est un obstacle impassable. C'est-à-dire que les survivants ne peuvent pas bouger à travers. De bouger à travers ce terrain. Alors attention, hein, c'est bien marqué les survivants. Donc pour moi, le lion peut quand même passer à travers. Voilà, il faut quand même qu'on regarde, mais il me semble que ça fonctionne. Par contre, vu que c'est un obstacle, ça bloque la ligne de vue, que ça soit au monstre ou au personnage. Voilà. Et on peut faire une action. Alors, Ranger Waypoint gagne plus 2 de range, plus 2 avec 46 quand, ok, quand il est au-dessus. Quand il est au-dessus. Donc on peut faire une action pour aller, pour occuper, pour se mettre dessus en fait. On peut faire une action pour se mettre dessus et quand on est dessus, sur une Ranging Waypoint, on gagne plus de range et plus de précision. On nous dit que les survivants au-dessus du Giant Stone bougent normalement pour descendre et pour se barrer, entre guillemets. Et ils ignorent les obstacles quand on doit faire la ligne de vue. Le monster peut toujours faire la ligne de vue pour voir ceux qui sont en hauteur. En fait, ceux qui sont en hauteur, le lion, on les voit tout le temps. Et puis, pareil pour eux, ce qui est normal en fait, hein. Voilà. Donc là, voilà comment que ça se passe le géant Stone Face. C'est-à-dire que de base, on ne peut pas aller dessus. Ça bloque les lignes de vue, que ce soit pour nous ou pour le monstre. Par contre, on a une possibilité, on a une action. Quand on est adjacent, on peut, avec notre action, donc on va pouvoir aller dessus. Alors peu importe la case, hein, c'est nous qui décidons. Enfin, peu importe la case, je pense que c'est adjacent, non? Alors évidemment, là, vu que c'est en 3D, c'est pas forcément très pratique. Mais je crois que c'est adjacent ou c'est n'importe quelle case. On nous dit quoi? Déplacez-vous sur n'importe quelle case occupée par le géant de pierre. Voilà. Ici. Donc move, déplacez-vous sur any space. Donc n'importe quelle case. Donc là, par exemple, si j'utilise l'action, je pourrais très bien venir ici, sur cette case-là, en mode, voilà, je suis en hauteur. Comme ça, je pourrais tracer une ligne de vue, j'aurai plus de range et plus de précision. Et par contre, le monstre, il a aussi une ligne de vue sur moi, alors que si je suis derrière, il n'a pas de ligne de vue sur moi. Ok? Donc voilà pour ça. Sinon, en temps normal, je ne peux pas le traverser. Ensuite, les Stone Column, eh ben, même chose, c'est un obstacle impassable, donc c'est les mêmes mots-clés, donc bah, c'est la même chose que pour le géant. Obstacle, ça veut dire que ça bloque les lignes de vue, que ce soit au niveau du monstre ou au niveau des personnages. Et impassable, ça veut dire que les personnages ne peuvent pas passer à travers. Par contre, le lion, il peut lui, hein. Attention, il s'en fout lui. Et en plus, c'est destructible, donc on nous dit que quand un survivant a une collision avec, il stoppe son mouvement et on archive le terrain. Il se prend un damage sur une location random. Quand le monstre passe à travers, on archive le terrain. Voilà, il ne se passe rien d'autre. On archive seulement le terrain parce que ça veut dire qu'il détruit la colonne, mais lui, il ne se prend pas de dégâts et on ne doit pas arrêter son mouvement. Enfin, c'est ce qui est écrit, hein, on ne doit pas arrêter son mouvement, c'est juste qu'il passe, il passe à travers simplement. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour les terrains. Donc je vais quand même garder les terrains de côté, au cas où les cartes, ça peut toujours servir. Donc ça, c'était pour les terrains. Voilà. Ensuite, on va passer au monstre. Alors le monstre, on nous dit qu'il commence avec deux cartes. Deux cartes donc bien spécifiques, hein. Je crois que c'est des cartes spéciales justement Gigalion. Donc je vais vous les montrer. Donc on a dit qu'il y avait Vicieux et les griffes géantes. Alors on va commencer par Vicieux. Donc c'est un trait, donc ça veut dire que c'est tout le temps en jeu. Voilà, on arrive avec ça. On nous dit à la fin de chaque tour du monstre, le monstre étend ses griffes, ses griffes géantes en fait. Voilà, à chaque fois qu'à la fin de son tour, à chaque fois, il se met en mode j'étends mes griffes pour essayer d'attraper une proie, en gros. Et donc on nous dit, on target tous les survivants adjacents. On fait un full mouvement du Gigalion
depuis toutes les autres menaces. Et toutes les targets se prennent grab. Ça, c'est bizarre, ça. Attends, target tous les survivants adjacents. Mhm. Déjà, si on a, ça veut dire que s'il y en a plusieurs, on va être obligé de choisir. Il peut pas. Je pense pas qu'il peut. Si? Il les prend tous? Non. Ah, c'est possible, remarque. Peut-être qu'il les prend tous. Ah ouais. Peut-être qu'il les prend tous. Ah ouais, ouais. En fait, en fait, il les prend tous. Tous ceux qui sont adjacents à lui, il les prend avec ses griffes, avec ses pattes, en fait. Je pense que c'est ça. Donc, il faut surtout pas rester à côté de lui, parce que vous avez vu que c'est à chaque fois à la fin du tour. C'est à chaque fois à la fin du tour. Et donc, on le déplace. Donc, on nous dit loin de toutes les autres menaces. Donc, si on est adjacent, donc si par exemple on finit notre tour, il finit son tour, on est adjacent, il nous prend avec ses griffes, il court à toute balle aussi loin que possible des autres menaces. Donc on verra, suivant, bon, bah là on est tout autour, mais je sais pas si on est regroupé à un endroit, bah, il va à l'opposé du coup, normal. Et il emmène les cibles avec lui. Voilà, en gros. Il est vicieux quoi. C'est exactement ça, hein. Voilà. Et on nous explique en dessous le grab, c'est quoi? Parce que toutes les targets se prennent grab. Grab, c'est donc on place les cibles KO devant le monstre sur un espace inoccupé le plus près possible. Voilà. Et en plus, ils prennent des damages sur un random hit location et on voit la petite étoile. Normalement, il me semble que la petite étoile, ça veut dire que c'est par rapport au level du monstre. Donc là, vu que le monstre il est level 2, et ben on se prendrait 2 damage, c'est ça? Ouais, 2 damage par rapport 2 damage, en fait, vu que c'est une étoile. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une étoile. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il y a une étoile, il ne pouvait pas. Euh, Alors en fait, je pense qu'il y a une étoile par rapport à ça. Vous voyez les jetons ici, il y a plus un damage, mais ici ça fonctionne sur une attaque. Donc par exemple, quand il va faire une attaque, il va faire plus un damage. Comme là, il y a une étoile, ça veut dire qu'on ne prend pas en considération les jetons, on prend juste son niveau. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des étoiles. Donc voilà ce qu'il fait pour son premier trait. Donc à la fin de chacun de ses tours, il va essayer d'agripper les survivants et les emmener le plus loin possible des autres menaces. Donc pour les mettre un petit peu seuls, entre guillemets, et après pouvoir les croquer, quoi, tout simplement, hein. Donc il faut faire attention à ça. Voilà déjà, premier point. Ici, il y a une petite flèche. Ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser de la survie à ce moment-là. Donc ça veut dire en fait que quand il étend ses griffes, là, il y a une flèche. On pourrait utiliser de la survie pour faire par exemple un dash, puisqu'ils ont la capacité dash. Le dash, ça veut dire que c'est un mouvement. Donc on pourrait faire un mouvement, ce qui fait qu'on ne serait plus adjacent. Et comme ça, il ne va pas nous agripper avec ses griffes. Voilà. À chaque fois que vous voyez un petit symbole ici, là, comme ça, c'est au moment où on peut utiliser de la survie. Mais de toute façon, je réexpliquerai si besoin pendant la game. Et puis on a les Giga Claw, donc les griffes géantes, hein. Quand le monstre fait une collision donc avec un survivant, il les agrippe avec ses griffes géantes, justement. Et du coup, les survivants se prennent un grab. Et donc, on a vu que le grab, c'était ça. C'est-à-dire qu'on place forcément la cible est KO. Et forcément, on le place à l'autre bout vers le monstre, quoi, en fait, tout simplement. Parce qu'il grabe. Parce que normalement, quand on se prend une collision, il n'y a pas forcément un grab. Et là, il grabe avec ses griffes. Avec ses griffes. On nous dit que ça ne peut être causé, ça ne peut pas être causé plusieurs fois en fait, il peut pas on nous dit que ça ne peut pas subir le survivant ne peut pas subir le grab de multiples fois, enfin plusieurs fois en une fois quoi, en un tour quoi. Enfin pas en un tour, mais je sais pas comment vous expliquer. On peut pas le faire plusieurs fois à la fois, en gros, si vous voulez quoi. Voilà. Je sais pas si par exemple il y a une action grab et puis que ça provoque une nouvelle action grab, ben il peut pas le subir deux fois, il subira qu'une seule fois. En dessous on nous dit, donc là pareil on pourra faire une action de survie par exemple. Quand un survivant, enfin, ah oui. Quand un survivant
subit grab, en plus hein, des effets standards ici, on roll un D10 et sur un 9+, ils sont entre guillemets griffés à cause des grosses griffes et du coup on prend une bleed 1, donc un saignement 1, une blessure 1, sachant que il me semble que si on en a 1, si on en a 5, pardon, bah, le personnage meurt. D'accord? Donc vous voyez qu'il est quand même très dangereux déjà. S'il arrive à... Dès qu'il fait une collision avec quelqu'un, il le grabe forcément, alors que l'autre lion ne le fait pas forcément. Son grab, il peut provoquer des saignements parce qu'il a des griffes géantes, ce qui est normal. Et puis à chaque fois qu'il grabe, eh ben, on va se prendre des dégâts. Dans tous les cas, on va se prendre des dégâts à chaque fois qu'il grabe. Donc voilà à peu près ces les deux cartes du lion. Donc je les remets ici. Pour l'instant, il a que ça en trait, mais bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. C'est clair. Ok. Donc ça c'était au niveau du lion, pour apprendre un petit peu comment se comporte le lion, sachant que je le découvre aussi avec vous, hein, donc je ne sais pas du tout comment il se comporte. Je sais juste qu'il est beaucoup trop puissant pour notre colonie, évidemment. On va passer maintenant aux survivants. Alors, les survivants, comment ça se passe? En fait, les survivants, ils ont une carte, voilà, une petite carte comme ça, et on nous dit de remettre à jour cette carte-là sur une feuille de personnage. Donc, j'ai préparé 4 feuilles de personnage pour les faire, tout simplement, pour l'occasion. Et donc, on va les faire ensemble. Alors, je vais commencer par Brescia. Donc, Brescia, c'est elle avec le fouet. C'est la seule femme du groupe, je crois. Alors, on nous dit, tout d'abord, on nous dit qu'elle a les compétences Dodge, Encourage et Dash. Donc ça, ce sera tout le monde pareil. Donc Dodge, Encourage et Dash. Voilà, ils n'ont pas de surge. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire, c'est que, comme vous savez que la survie, on a le droit d'utiliser toutes les actions de survie, mais qu'une seule fois par round. Attention. Donc j'ai pris des tokens qui vont symboliser justement ces actions-là. Et quand je vais les faire, je mettrai des tokens. Par exemple, je ne sais pas s'ils font... si par exemple, lui, il fait un dodge sur l'attaque du monstre, je lui mettrai hop le petit token ici, dodge. Voilà. Ce qui veut dire qu'il ne pourra plus le refaire jusqu'au prochain round. Donc dodge. Ici, on a le dash. Donc si par exemple, lui fait un dash, je lui mets le petit token, comme ça je sais qu'il a fait un dash, il ne pourra plus le refaire. Et puis, on a l'encouragement qui est ici. Voilà, pour info. Donc encouragement, le dodge et le dash. Ok? Voilà, des petits tokens pour nous aider à ne pas faire d'erreur. Ok. Ensuite, on nous dit que en survie, elle a 4. Et là, on nous donne ses stats avec 5 de mouvement, le reste c'est 0, et on a 1 de courage et 1 de understanding. Donc 4 de survie. Je lui note. Hein. Voilà. Donc là, c'est Brexia. Je vais le noter quand même pour que je sache. Voilà, Brexia. Donc 4 de survie. En termes de stats, elle est à 0 de partout. Courage, elle a 1. Donc je lui coche 1 de courage. Et puis en understanding, elle a 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors du coup, est-ce que il faut débloquer la compétence? Parce que vous savez qu'ici, il y a une compétence. Est-ce qu'il faut débloquer la compétence? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ensuite, on nous dit, on verra ça après, elle a 2 de folie et elle a 4 de partout en armure. Donc, elle a 2 de folie et elle a 4 de partout en armure. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Vous verrez pourquoi. 4, 2, voilà. Donc, si on regarde son stuff, alors elle est où? Elle est là. Donc ça, c'est le stuff qu'elle a. Alors, on voit que son stuff, vous voyez, il donne 3 de partout son stuff, alors que pourtant, il nous dit, on ne comprend pas parce que la carte nous dit que ça donne 4. Ben, en fait, tout simplement, c'est parce que la carte prend en considération le fait qu'elle porte un set d'armure. Elle porte le set du Litter Armor.
Et le Litter Armor lui ajoute plus 1 à toutes les locations. Donc du coup, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. C'est pour ça qu'elle est 4. Et attention, on nous dit qu'elle ignore le bash. Donc le bash, c'est un mot-clé. Je crois que c'est... Normalement, ça rend KO, il me semble, le survivant. Si jamais à un moment donné, le lion doit faire un bash, eh ben, elle l'ignore. Voilà, elle l'ignore, d'accord? Donc ça, il faut s'en rappeler. Hein, c'est la capacité du fait qu'elle porte un set d'armure. D'accord? Et puis, on nous dit également... Donc c'est pour ça qu'elle a 4. Et on nous dit également... On nous dit que ça? Voilà. Bon, on va regarder vite fait son stuff. Je crois qu'il faut qu'on prenne en considération le stuff. On verra ça après. Alors, on nous dit quoi au niveau de son stuff? Donc, on nous dit qu'elle, elle est spécialiste en fouet level 3. Donc, is a with spécialiste level 3. Donc là, du coup, en type de spécialité, on va lui marquer whip. Voilà. Et elle est level 3. Donc, 1, 2, 3. Ce qui veut dire qu'elle gagne la capacité du fouet. Donc, je vais aller la chercher. Hop. Donc, la capacité du fouet. Donc, le fouet, il est là. Donc, ça fait quoi le fouet? J'en sais strictement rien. Donc, ça lui fait une compétence en plus, du coup. Et donc, c'est ça. Donc, on nous dit que quand elle blesse avec son fouet, à la place de bouger le top card de l'IA deck, pour la mettre dans la win stack, donc pour la mettre dans la blessure, on peut bouger la top card de l'AI discard pile. C'est à la place, si on le souhaite. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc ça, c'est sa capacité en tant que spécialiste du fouet numéro 3. Donc ça, pareil, je vais lui mettre de côté avec son armure parce que c'est important de le savoir. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit ensuite donc qu'elle a Mighty Strike et 5 Hunt d'XP, donc 5 XP de chasse. Chaque fois qu'elle revient à la colonie, elle est obligée de bricoler. Voilà. Bon, après, ça, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas dit qu'on peut les jouer en tant que colonie. Mais peut-être que c'est possible de les prendre pour jouer en mode colonie. Mais en tout cas, c'est pas spécifié dans les règles. Donc ça, on s'en fout un peu pour l'instant. Nous, on est là, on est vraiment en mode, on fait juste le combat. Par contre, elle a Mighty Strike, donc il faut que je le chercher. Je crois que c'est un Disorder, je crois. Donc on va regarder ensemble. Alors, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. À moins que ce soit un Fighting Art. On va regarder. Non. Donc c'est peut-être un art de combat. Je vais regarder dans les arts de combat. Bah c'est ça. C'est un art de combat. C'est un art de combat en fait. Alors c'est un art de combat et qui nous dit donc qui nous dit que sur un perfect hit, donc sur un critique, on gagne plus 2 de force jusqu'à la fin de l'attaque. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal sur le. En fait, plus on va lancer de dés, et plus c'est intéressant ça, du coup. Par exemple, sur la première blessure qu'on va lui faire, on fait un critique. Ah, sur un perfect hit. Ah non, pardon, sur un perfect hit. Donc sur un hit critique, on a plus 2 de force pour les blessures. Ah oui, c'est intéressant. D'accord, donc ça, je lui mets en même temps, puisqu'elle a ça. Donc vous voyez quand même, elle a beaucoup de choses, rien que elle a beaucoup de choses et on en a 4 comme ça à gérer. Donc pour vous dire que c'est pour ça que c'est très technique, du coup. C'est là qu'on voit toute la complexité du jeu. Alors son stuff, donc là, en termes de... Là, on est bon, hein, en termes de... Alors on nous dit qu'elle avait combien de points d'expérience quand même? 5 points d'expérience, ça fait beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, c'est pas non plus énorme. D'accord.
Donc, voici son stuff. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a 3 points d'armure, mais grâce à son kit, ben, elle a un +1. Donc, on va lire les trucs une par une. Donc, ça, là, il n'y a rien. Là, on nous dit que quand elle départ, elle gagne +2 d'insanité. Alors, attention, le départ, c'est quand on quitte la colonie. Donc là, ça ne fonctionne pas pour elle. Parce que là, on est dans le shutdown, on n'a pas quitté de colonie. Donc pour moi, je ne lui ajoute pas +2 d'insanity parce que c'est vraiment pendant le départ. Hein. Donc c'est vraiment à la fin de la phase de colonie, le départ. Donc ça ne fonctionne pas. Litter Skirt, ok. Hunter Whisk, donc ça c'est son fouet. On voit qu'elle a 3D, 6+, 3 de force. C'est intéressant. Et attention, on nous dit quoi? On nous dit que 2 pulls qui sont actifs, donc ça fonctionne bien. On nous dit que sur un Perfect Hick, on peut discard une Mound en jeu. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais si jamais il y en a, on peut en discard une. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant sur un hit parfait. Et il a également +1 de luck. Donc ça, il faut qu'on lui mette. Parce que c'est relié à 2, donc elle a bien 2. Donc +1 de luck. Donc ça, il faut qu'on lui mette parce que du coup, c'est pas écrit là sur ses stats. C'est à nous de lui mettre. Voilà. Donc luck 1, puisqu'elle a +1. Ici, le Brain Meat, on nous dit qu'elle peut donc le consumer pour une action. On retire tous les tokens et on se remet debout. Vous pouvez l'utiliser quand on est KO. Et une fois par shutdown, ça on peut l'utiliser. Donc en fait, remove tous vos tokens. Alors token, est-ce que ça comprend... token, c'est un mot, c'est pas un mot-clé, mais c'est un mot un peu spécifique. Est-ce que ça comprend tous les +1 de luck, par exemple? Parce que +1 de luck, à la base, c'est un token. Hein. Là, je l'ai marqué ici, mais normalement, c'est un token que l'on met. Est-ce que ça parle des blessures? Je ne sais pas. Je vérifierai ça, je vous dirai. Et ici, même chose, quand on départ, on gagne +2 du survival. Mais pour moi, même chose. Comme elle a pas... comme là, on arrive dans le shutdown, pour moi, ça compte pas. Et en même temps, si on compte, ça fait 2 plus... ah non, là, c'était de la folie, là. Ah oui, c'est de la folie. Oui, bah oui, bah, je le compte pas, ça. Je le compte pas, parce que pour moi, départ, c'est vraiment un mot-clé. Quand on quitte la colonie, et là, on ne sait pas s'il quitte la colonie, on nous dit, en fait, qu'on trouve les... Bah, vous avez vu, vous avez entendu l'histoire comme moi, hein. Donc, voilà. Le Litter Boots, ici, ça fonctionne bien, parce qu'il y a les 2 pulls. On nous dit à la fin de votre action, à la fin de votre acte, c'est un tour complet du joueur, vous pouvez bouger d'un espace. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si jamais on se retrouve derrière le lion, on peut reculer d'une case, comme ça, c'est évite qu'il nous grappe avec ses griffes. Et le Monster Grease, donc ça, on l'a. Donc 3 verres, est-ce qu'on les a? 1, 2, 3, donc on les a largement. Ça lui donne +1 d'évasion. Donc je vais le marquer ça aussi, évasion +1. Voilà. Donc voilà pour sa fiche de personnage. Donc tout ce qui est stats, vu que c'est écrit là, on n'a pas besoin de s'en souvenir. C'est pour ça que je l'écris d'ailleurs. Voilà, on s'en fout. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que à la fin de son action, elle peut bouger avec ses bottes. Ça peut être important de s'en souvenir. Il faut se souvenir qu'elle peut consumer ça pour retirer tous les tokens et se remettre debout. Et puis qu'elle enlève des moods sur +1 de Imperfect Hit. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'elle a. Elle reste quand même assez accessible. Ça va en fait, en termes de règles. On n'oublie pas qu'elle a le Mighty Strike, donc ça c'est quand elle fait un critique. Et elle a également sa spécialisation, donc qui fait que on peut enlever une carte spéciale. Voilà, de toute façon, si on a besoin, on relira. Je laisse évidemment tout de côté pour nous aider. Comme on ne connaît pas les persos et que c'est pas nous qui les avons build, entre guillemets, bah, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à tout repérer, quoi. Mais ça se fait quand même. Ok. Ensuite, on va partir sur... Qui c'est ça? Hungry Bazard. Alors, Hungry Bazard, c'est qui? Alors, Breaker, on a vu que c'était elle. Je vais le mettre là. Hungry Bazard, c'est lui avec sa hache et son bouclier. Donc, en fait, c'est lui qui est là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, sa carte? Donc, je refais une nouvelle fiche.
Même chose, je vais marquer son nom. Hungry Basalt. Basalt. Et c'est... bon, pareil, hein. Dodge, encourage et dash. Voilà. Ok. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que lui, là, en termes de folie, il a 3. Et il a 4 d'armure de partout. Donc, folie. Il a 3 et 4 d'armure de partout. Donc, pareil que sa collègue. 3 de survival. Voilà, c'est fait. 5 de mouvement normal. Il a 3 de courage. Et 1 ici d'understanding. Voilà. Ensuite, on nous dit, il est avec juste 1 XP. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Clairement. Il est vraiment pas beaucoup. Donc, on nous dit quoi d'autre? Donc, juste 1 XP. C'est le plus jeune prometteur d'Hydrock. La communauté l'a bien formé car il est préparé pour les défis de la chasse. Cependant, le poids de leurs espoirs pèse lourd sur ses larges épaules, le conduisant à un trouble de boulimique en fait, de binge eating, c'est-à-dire qu'il est boulimique. Il mange et il vomit. Voilà, il a un trouble parce qu'il a trop. En fait, je pense qu'il a trop de pression sur lui parce qu'il y a vraiment tout le camp qui est en mode vas-y, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus fort. Et en fin de compte, ben, il se met trop de pression et il est devenu boulimique à cause de ça. Donc on va aller chercher ce disorder. Alors, et puis on nous dit qu'il est préparé aussi, hein. Préparé, c'est la capacité ici. Vous voyez que je crois que c'est la même qu'il y a eu. Je crois que c'est Fonzie qui a eu préparé. Il est préparé ici, donc je vais le cocher. Préparé. Hop. Par contre, on nous a pas dit pour. Non. C'est vrai qu'on nous a pas dit pour Brexia qu'elle était là, ici. On nous a strictement rien dit. Ah si, on nous a dit Tinker, pardon. On nous a dit Tinker plus 1 Endeavor quand elle retourne, quand c'est un Returning Survivor. Oh, autant pour moi. Allez, Tinker, allez, Tinker, allez. Si, on nous a dit qu'à chaque fois qu'elle revient au truc, elle aime construire. Si, si, c'est moi qui n'ai pas coché. Voilà. Autant pour moi. Donc lui, c'est bon, il est préparé. Et puis, du coup, on a dit le disorder. Donc, je vais aller le chercher. Donc, le disorder, c'est comment? Boulimique en anglais, c'est quoi déjà? Binge eating. Si je l'ai, j'espère, parce que j'espère que c'est pas une extension. Là, il est là. C'est ça, en fait. Manger est seulement ce que vous pensez qui va vous aider à vous échapper de votre misérable life. Barre de rire. Alors, on nous dit manger donc est la seule chose qui vous permet d'échapper à votre misérable vie. Vous ne pouvez pas partir à moins d'avoir un consommable gear dans votre gear grind. Et si on vous demande de le consommer, vous n'avez pas le choix, il faut le faire, en gros. Vous devez le consommer si on vous demande si le choix de consommer vous est proposé. Voilà, je sais pas, par exemple, vous faites un événement, vous dites vous devez consommer ça, il est obligé. Ça veut dire que dans son stuff, il y a sûrement un truc à consommer. Bah non. Bah non. Bizarre ça. Je me suis trompé. Bah non, une green balzard. Negating. Bah non, hein. Mais c'est bizarre. Parce que normalement, il peut pas partir s'il a pas un truc à consommer là-dedans là. Bah je sais pas. C'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre. Bah je sais pas. Mais en tout cas, il en a pas, hein. Bon, peut-être que c'est par rapport au. Ouais, non, c'est chelou ça. Non, il a pas il a aucun consommable. Bon, ok, bon, écoutez, de toute façon, ça c'est pas moi qui ai fait, hein, c'est donné avec le jeu. Alors, à moins qu'il y ait une erreur, j'en sais rien. En tout cas, il a pas de consommable, hein, ça c'est clair. Bon, ok.
Donc ça, c'est ce qu'il a. Donc nous, on s'en branle un peu, puisque, enfin, pour le combat, en tout cas, on s'en fout. Après, si un jour on a la colonie entre les mains, oui, c'est possible que ça nous intéresse. Donc je vais quand même le noter. Voilà. Donc ça, on s'en branle un peu pour l'instant. Voilà, on va regarder son stuff. Donc, alors ses stats, c'est 0 de partout, hein. Oui, oui, ses stats, c'est 0 de partout. 3 de survie, ok. Donc ici, au niveau de... Alors lui, il a un set de Gorm. Donc en fait, de base, son set lui donne 2 de partout. Grâce à son bouclier, il a plus 1 de partout. Regardez, ajouter 1 à toutes les locations. Donc du coup, il passera à 3 de partout. Mais là, on nous dit qu'il a 4. On nous dit qu'il a 4. C'est simplement parce qu'il a le set de Gorn. Et Gorn, alors Gorn, c'est une extension, donc je n'ai pas la carte du set. Et la carte comme ça, là. Cette carte-là, je ne l'ai pas, donc ça, c'est le liter. Le Gorn, il y a la même chose dans l'extension. Comme moi, je n'ai pas l'extension, ben, je n'ai pas la carte. Alors, petit aparté, si jamais il y a quelqu'un qui vend l'extension, ça m'intéresse de l'acheter. D'ailleurs, je recherche pas mal d'extensions, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Discord, sur Facebook ou même sur YouTube, où vous voulez, en mail ou ce que vous voulez. Si vous avez des extensions à vendre, ben, pensez à moi. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la carte que j'ai mis derrière, que j'ai imprimée. Alors c'est pas une vraie carte, c'est juste une feuille de papier, hein, voilà, c'est une feuille de papier que j'ai imprimée simplement. Je l'ai fait en plus petit standard. J'aurais pu la faire taille de la carte, mais je l'ai fait en plus petit. Juste pour avoir le bénéfice au moins du set d'armure, ce qui est normal en fait. Pour moi, ils auraient dû clairement mettre la carte dans l'extension. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, on nous dit que le set de Gorm nous donne plus 1 à toutes ces locations. Donc, du coup, ça fait 2, 3 et 4. Donc, il a bien 4, du coup, donc ça correspond bien. Ça correspond bien. Et il a une capacité, alors là, en bleu, vous voyez, ça, c'est un effet spécial par rapport à l'extension Gorm. Mais nous, là, c'est pas le cas, hein. Nous, il n'y aura que l'effet du haut. L'effet en bas ne fonctionne pas. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est, puisque j'ai pas l'extension. Mais du coup, on ajoute 1 à toutes ces locations, donc ça c'est bon. On nous dit que quand il se prend plus qu'une sévère injurie depuis une attaque, on ignore le second sévère injurie. Voilà, donc ça c'est ouais, c'est quand même pas mal, hein. Donc c'est-à-dire que sur une attaque, s'il se prend plusieurs sévères injuries, eh ben, on fait la première, ce qui est normal. Par contre, on ignore la deuxième. Donc ça c'est bien. C'est même très bien, on va dire. Donc ça va l'aider à tanker en fait, hein, tout simplement. Donc les sévères injuries, c'est les grosses blessures, hein. On a les légères, les hardes, il me semble. Légères, hardes et sévères. Voilà, il me semble que c'est ça. Donc c'est vraiment les dernières. Ensuite, au niveau de son stuff, il a le Monster Tooth Nick Lace, donc il fait gagner plus 1 de force, mais à seulement condition qu'il ait 2 rouges. Donc là, on voit qu'il a un rouge. Est-ce qu'il en a un deuxième? Non, il n'en a pas deuxième, donc malheureusement, il ne peut pas bénéficier de son collier. C'est dommage d'ailleurs d'avoir un collier plus 1 de force et de ne pas en bénéficier. Mais c'est comme ça. Ah non, attendez, j'ai fait une erreur. En fait, le collier lui donne plus 1 de force, de base. Et pour regagner encore plus 1 de force, il faut 2 rouges. Donc en fait, là, il gagne plus 1 de force grâce à son collier. Voilà, ça c'est la capacité de son collier, gagner plus 1 de force. Mais pour en gagner un deuxième, il faut 2 rouges. Et malheureusement, vu qu'il a qu'un rouge, il ne peut pas gagner le deuxième. C'est dommage, vraiment dommage. Il aurait pris par exemple une autre arme. Ah ouais, non, parce que les gants c'est vert. Ouais, c'est vrai. Ben non, ouais, je dis des bêtises. Bon, dans tous les cas, il gagne plus 1 de force grâce à son collier, donc je vais lui noter. Donc force 1. Voilà, c'est fait. Ici, donc on nous dit que quand il démarre un showdown, il gagne plus 2 survival, plus 1 XP après le showdown. Donc lui, il va gagner plus d'XP, donc c'est pas mal aussi. Enfin, c'est un mal pour un bien, parce que quand on gagne plus d'XP, on est plus facilement à la retraite après, donc évidemment. Donc au début de son showdown, il gagne 2 survival. Donc, je pense qu'il faut que je lui donne. Je pense qu'il faut que je lui donne, parce que là, on est au début du showdown. Comme ils n'ont pas pris sur la carte, ils n'ont pas pris en considération les stats. Donc pour moi, il faut que je lui donne.
Voilà, donc plus 2 en survival. Donc là, il a 3 en survie, il passe à 5. Alors la limite de survie, j'en sais rien, hein. C'est pas écrit. Comme nous, on est à 5, de toute façon, je pense que vu qu'ils sont à 8, il n'y a pas de problème. Ensuite, on nous dit ici qu'il peut donc il peut rien en fait. S'il a 2 verres, est-ce qu'il a 2 verres d'abord? Oui, il a 2 verres, il en a un là, donc ça fonctionne. On nous dit qu'il peut il peut guard sans dépenser de survival. Guard, c'est quoi guard? Je ne sais pas ce que c'est guard, parce que le mot-clé guard n'existe pas ici. Guard, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, guard, c'est marqué là, tiens, justement. C'est une capacité de son stuff. C'est une capacité de son stuff qui nous dit qu'à la fin de son attaque, si on est debout et que l'on a un bouclier, ce qui est le cas, il a un bouclier, il peut dépenser 1 de survie pour se déplacer de 3 espaces directement depuis le monstre et faire un bloc 1 gratuitement. Et grâce à ses gants, ça combotte en fait, donc il va pouvoir utiliser guard sans dépenser de survival, puisque ça combotte avec ses gants. D'où l'intérêt du full stuff, hein. Donc ça c'est pas mal. Il faut juste qu'on regarde bloc 1, je sais pas ce que c'est. En fait, je suis en train de chercher, je m'aperçois que c'est marqué là, sur le bouclier bloc 1. Donc en fait, c'est vraiment tout combo quoi. Il peut utiliser garde grâce à ça en dépensant une survie, grâce à ses gants, et du coup il dépense pas de survie pour utiliser garde, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est à la fin de votre attaque, hein. D'accord? C'est pas la fin de l'attaque du monstre. À la fin de votre attaque, si vous êtes debout et que vous avez un bouclier dans votre équipement, vous pouvez dépenser une survie pour bouger de 3 espaces directement loin du monstre et faire un blocage de 1. Et blocage de 1, on nous dit ici que de base, il faut dépenser une action d'activation pour ignorer un hit. En même temps. Ah non, la prochaine fois que vous attaquez. Non, la prochaine fois que vous êtes attaqué, pardon. Donc on dépense 1 pour ignorer un hit la prochaine fois que vous êtes attaqué. C'est jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et vous ne pouvez pas bloquer. Vous ne pouvez pas utiliser bloc une fois de plus par attaque. Normal en même temps, hein. Donc en fait, ça c'est extrêmement fort parce que c'est comme si c'était un dodge en fin de compte. Il bloque un hit avec son bloc 1, c'est extrêmement fort. Donc en temps normal, il doit dépenser 1 pour le faire, une activation. Mais grâce à ça, à Guard, il peut, à la fin de son attaque, il peut se déplacer de 3 pour se dégager du monstre et bloque 1 gratuitement. Et bloc 1, c'est à la prochaine fois qu'il a attaqué. Putain, c'est fort, hein. En plus, il prend pas de survie avec ça. Vous voyez, ça combotte vraiment. Les 3 combotent à mort, hein. Donc il attaque. Ensuite, donc il utilise guard. En gros. C'est-à-dire qu'il se déplace de 3 cases. Ah, c'est vraiment fort, hein. Ouais, c'est vraiment fort, hein. Il recule de 3 cases du monstre et il bloque 1 pour gratuit. Ah, c'est fort ça, hein. C'est vraiment le combo ultimate. Au niveau de son casque, on nous dit qu'il peut, donc s'il a le bleu et le vert qui sont reliés de son casque, qui est le cas, en bleu et vert, il peut donc, si votre courage est supérieur au niveau du monstre, donc le monstre est de niveau 2, son courage est de niveau 3, donc effectivement son courage est bien supérieur au niveau du monstre, donc ça fonctionne bien. On nous dit qu'il ignore Intimidate, action. Donc si jamais il y a des actions d'intimidation, eh bien il ignore. Ok? Voilà. Ici, le boss Mendy, on nous dit, quand il est adjacent, le survivant fou gagne plus 1 de speed. Et là, en plus, il est fou, puisque il a 3 en insanity, donc il est fou, clairement. Donc quand il est adjacent au monstre, il gagne plus 1 de speed. Il a vraiment un stuff de malade, lui, hein. Ça combotte de partout. Vous voyez comme quoi on peut faire des combos ultimate de la mort qui tue, quoi.
Ah, c'est pas lui qui gagne, hein, c'est les survivants à côté, d'après ce que je comprends. Le boss est brave. Bon, le boss, ça veut dire le boss, quoi, hein, le patron. Quand ils sont, quand adjacents à vous, les survivants fous, donc c'est pas lui en fait, gagnent un speed. Voilà. Donc faudrait qu'on se mette survivant, faudrait qu'on se mette du coup adjacent à lui pour gagner un speed. Quand on est fou. Alors déjà, pour l'instant, Brexia, elle n'est pas folle. Elle a que 2. Donc pour l'instant, elle n'est pas folle, Brexia. Donc il n'y a pas d'intérêt à se mettre à côté. Mais si jamais elle se met à côté de lui, elle gagne plus 1 de speed. Ce qui est assez fort, hein. Donc ça, il faut s'en souvenir également. Au niveau de sa hache, 2, 6, 4. Standard. Diddly, ça veut dire... Je sais plus. Faut que je regarde. Et Rage 2, je crois que ça veut dire qu'il peut attaquer jusqu'à une distance de 2, mais je suis pas sûr, il faut que je vérifie. S'il a un vert, ce qui est le cas, il a un vert ici, ça fonctionne. On nous dit que sur un perfect hit, et, un vert et un rouge, pardon. Est-ce qu'il a un rouge? Ouais, il a un rouge ici. On nous dit que sur un perfect hit, en gros, il va gagner plus 4 de force pour le reste de son attaque. Ah, c'est fort. C'est fort aussi, hein. C'est fort aussi. Donc ça fonctionne également, puisqu'il a bien un vert et un rouge. Je vais regarder au niveau des mots-clés. Donc on a dit Deadly et Rage 2. Ok, donc j'ai vérifié, c'est bien ça, hein. Donc le Rage 2, ça veut dire qu'il peut attaquer jusqu'à 2 cases de distance avec cette arme-là. Et le Deadly, en fait, c'est un mot-clé qui nous dit que quand il utilise cette arme-là pour attaquer, il a plus 1 de luck, de chance pour faire un critique. Parce qu'il peut, vous avez vu qu'il peut attaquer aussi avec son bouclier, hein, c'est pas interdit. Au cas où son arme, je sais pas, il perd son arme ou j'en sais rien. En tout cas, cette arme-là gagne plus 1 de luck quand il attaque. Donc je vais lui mettre un token plus 1 de luck. Et cette fois-ci, je ne vais pas lui mettre sur ses stats, je vais lui mettre sur l'arme, que c'est vraiment l'arme qui... vous voyez, c'est pas pris en considération comme les autres. Là, j'ai mis plus 1 de force parce que là, c'est pris en considération de partout, peu importe l'arme qu'il utilise. Mais comme là, c'est que sur cette arme-là, je vais mettre un token que sur cette arme-là. Comme ça, je serai, si jamais il utilise à un moment donné son bouclier pour attaquer, je sais pas, ben, au moins je lui mettrai pas le plus 1 de luck que j'ai mis là, je ferai pas d'erreur. Donc je vais lui mettre le petit token plus 1 de luck sur cette arme pour dire que cette arme a plus 1 de luck. Voilà. Donc voilà au niveau de son stuff. Donc vous avez vu, hein, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui combattent avec son stuff, hein. Et en même temps, et vous avez vu que, ça j'ai pas dit, mais il a les jambes de Gorm qui lui permettent, donc les autres survivants peuvent bouger à travers lui, en fait, sans interrompre évidemment leur mouvement dans la case qu'il occupe. Mais ils peuvent bouger à travers lui, alors qu'en temps normal, on n'a pas le droit. Mais là, les autres peuvent le faire. Ça peut avoir une importance par rapport à ça. Donc là, il y a beaucoup de choses à retenir sur ce personnage-là. Que ça soit son guard, enfin voilà, il y a pas mal de choses à vérifier, pas mal de choses à retenir. Donc voilà, faut qu'on regarde ça, qu'on fasse gaffe à ça. Donc lui, je vais le mettre ici. Voilà. Avec sa carte plus son armure 7. Voilà. Voilà. Son luck sur sa hache. Voilà. Et du coup, son collier lui donne plus 1 de force. Je lui ai mis. On est bon. Voilà. On passe à l'autre survivant. Alors évidemment, c'est un petit peu plus long que normal, hein, le temps de faire tous les survivants. Mais comme je vous dis, je pense que c'est important de bien apprendre à les connaître. Plus on va les connaître et plus on va connaître leurs capacités et plus il sera facile pour nous de proposer des stratégies. Ce qui est normal. On va passer à Gadrock. Donc Gadrock, vous voyez que c'est celui avec sa corne. Celui avec sa corne, c'est lui, je crois. Fais voir. Oui, c'est lui. C'est celui qui est là. Alors peut-être que je les bougerai, hein, on verra. Donc lui, on nous dit, donc même chose, hein, dodge, machin, ça c'est pareil. Et ici, on nous dit, lui, il a 4 d'insanity, donc il est déjà fou, hein. Donc s'il se met adjacent à l'autre, on sait qu'il aura plus 1 en speed, donc ça peut être intéressant de les intervertir. Et il a 3 de partout, donc ça on va lui mettre. Donc Deadrock, il a, en même temps je vais mettre son survival, il a 3, c'est fait. Il a encourage et dash, c'est fait. Il a en brain insanity
4. Donc il est fou. Et il a 3 d'armure de partout. Voilà. « 5 de mouvement, il a 6 de courage. » C'est énorme, hein. 6 de courage. Voilà. Et il a débloqué la compétence Stalwart. Donc je lui mets Stalwart. Et il a 2 d'incompréhension. Et voilà. Il a combien d'XP? Il a 4 XP de chasse. Voilà. Et il s'appelle Gadrock. Gadrock. Je suis en train de me demander si... Ah oui, c'est bizarre ça quand même. Hmm. Ouais, tu vois. Ouais, ce qui me paraissait bizarre, c'est que ici, ils ont calculé la valeur maximum de l'armure par rapport au set et par rapport aux stats, par exemple, du bouclier. Hein, par exemple, pour Hungry, pour Basal, là, ils ont mis 4. Elle est où sa carte là? On est d'accord qu'ils ont mis 4 de partout parce qu'ils ont compté le bouclier. D'accord? Donc, jusque-là, tout va bien. Donc là, ça veut dire qu'ils ont pris en considération le gear. Par contre, ici en dessous, dans les stats, ils n'ont pas pris en considération le gear puisqu'ils lui ont pas mis le +1 de force. Donc c'est ça qui est un peu bizarre parce que dans un cas, ils ont pris en considération et dans l'autre cas, ils n'ont pas pris en considération. Enfin, ça aurait été plus simple de prendre en considération de partout. Comme ça aurait évité les erreurs, tout simplement, hein. Sur le livre, ils nous disent ici. Donc les cartes listent les survivants Current Armor, Survival, Permanent Attribut, Weapon Proficient Fighting Art, Disorder et autres détails de leur vie. Placez la vignette Survival Gear Overlay et le Gear Green correspondant à chaque survivant. Calculez n'importe quel bonus qui sont en relation avec son équipement justement et enregistrez-les sur la feuille de survivant. Donc vous voyez, alors que là, ils nous disent que c'est leur actuel survival. Ah bah en fait je pense que le survival. Ouais, c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Je sais pas si. Je pense que le survival de d'Hungry là, je pense pas qu'il est à 5, hein. Je pense qu'il est à 3 en fait. Je crois qu'ils sont tous à 3. Il est pas à 5, il est à 3. Je pense qu'ils ont peut-être déjà pris en considération le fait que son stuff lui donne +2 quand il démarre un shutdown, vous savez. Je pense que ça a dû prendre en considération. Je sais pas, je vais partir à 3 parce que j'en sais rien, là c'est un peu délicat. Puisque dans un cas, ils calculent le gear et dans un autre cas, ils calculent pas. Alors je sais pas, mais comme ils ont tous 3, ouais, comme ils ont tous 3 de survie, je soupçonne qu'ils partent à 3 de survie. Par contre, le 1 de force, c'est sûr, hein. C'est sûr qu'ils n'y ont pas mis. Voilà. Donc le Gadrock. Comme ça, on rectifie. Il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'ils ont quand même tous 3 de survie. Ouais. Donc le Gadrock, il a 5 de move normal, 6 de courage, 2 de machin. On nous dit quoi du coup sur lui? Alors on nous dit que il a un tempérament. Il est assez. En fait, on nous dit qu'il a un tempérament assez colérique. Et vocal, ça veut dire qu'il crie beaucoup sur le champ de bataille. Il a les cathares en armes et il est level 2. Il est donc, c'est l'orateur de la mort. Et Warder, donc Warder, je crois que c'est qui pique des ressources en rentrant. Alors, je crois que c'est, mince, comment il s'appelle? Cultus qui est Warder, je sais plus c'est quoi exactement, mais je crois que c'est ça. Ensuite, il a Stalwart, donc c'est ce que j'ai coché hein, là-bas. Ok. Et il a 4 XP. Donc ça, ça a été noté également. Malgré ses impressionnantes cicatrices thoraciques,
Il n'a aucune blessure. C'est ce qui est dit, donc effectivement. Par contre, on nous dit, alors attendez, déjà on va reprendre le tout. On nous dit qu'il est Qatar level 2. Donc ça, je vais le noter. Donc le type Qatar, level 2. 1, 2. Donc il n'est pas spécialiste. En plus, il n'a même pas de Qatar avec lui, donc c'est complètement nul. D'accord. Ensuite, on nous dit il est orateur de la mort. Donc ça, il me semble que c'est une habilité ou un fighting art. C'est peut-être un fighting art, parce qu'il me semble que, je crois que c'était Matrimi qui était orateur de la mort. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, orateur de la mort, c'est ça. Donc orateur de la mort, ça veut dire qu'une fois par showdown, il peut dépenser son action pour tous les survivants non sourds, leur faire gagner 2 d'insanité. Et quand il meurt, il encourage tous les survivants avec un dernier mot. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il est lui. Donc ça, je vais lui donner. Et puis il a également Warder. Donc Warder, je crois que c'est négatif, je crois. C'est un disorder, je crois. Donc je vais aller chercher le Warder. Je crois que c'est qu'il vole des ressources, mais je suis plus sûr. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est qu'il vole des ressources, effectivement. Voilà, il est compulsif. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, il aime bien garder secret tous ses savoirs. D'accord. Donc quand il revient, il archive une ressource gagnée et il gagne plus 1 de courage. Mais bon, ça, on s'en branle, puisque nous, de toute façon, comme je vous ai dit, on va juste faire le showdown. Alors, je comprends pas pourquoi ils nous ont mis des trucs comme ça. Alors, est-ce que peut-être c'est possible de les garder pour une campagne avec en mode survivant? Et je les trouve quand même vachement forts pour commencer. Alors, peut-être qu'on peut commencer une campagne directement avec la timeline à 8. Mais bon, ça me paraît un peu chelou parce que la construction du village est importante. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ça cache quelque chose. Ça se trouve, dans le jeu, il y a une carte qui nous dise, eh ben, vous recommencez avec ces survivants-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, là, pour ce combat, ça nous sert à rien. Ensuite, on nous dit, il est stalwart. Donc, ici, stalwart, on nous dit qu'il ne peut pas être KO par un trauma, un brain trauma ou une intimidation. Donc ça, il faut bien s'en rappeler également. Donc il ne peut pas être KO par un brain trauma pardon, ou une intimidation. Voilà, parce que il est courageux à mort. Voilà, il peut être KO standard, mais pas par un brain trauma ou une intimidation. Donc il faut se rappeler de ça. Et là, du coup, on a terminé. Lui, on va regarder son stuff, voir si justement il a des stats en plus. Alors, même chose, lui, on nous dit qu'il a 3 d'armure, sauf qu'on voit qu'il a que 2. Et il a même il a que 1 à la tête, alors qu'on nous dit qu'il a 3. Alors vérifions, est-ce que je me suis pas trompé? Non, je me suis pas trompé. Donc il y a certainement des bonus qui lui donnent quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui donne des machins? Ah oui, ici. Accessoirement, vous pouvez Weir, Weir, c'est un équipement, non? Non, Weir, je sais plus. Ah, c'est pour le porter en plus. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un accessoire. Donc, il peut le porter en addition pour ajouter 1 d'armure à cette hit location. Donc, du coup, c'est ce que je vous dis. Il a 2 à la tête, plus 1, ça fait 3. D'accord. D'accord, d'accord. Mais du coup, il a 2 ici. Donc là, il a 3 à la tête, ce qui est normal.
Mais alors, comment il fait pour avoir... Ah, c'est fort, ça. Il joue de la corne de Bruse. Tous les non sourds KO survivants, ils sont pas KO, s'ils sont debout, ils vont gagner +1 à toute leur hit location à utiliser une fois par showdown. C'est fort, ça. C'est très fort, ça. Par contre, moi, ce qui m'intrigue, c'est savoir comment ils font. Pour moi, il y a une erreur là, hein. Enfin, il y a un problème, quoi. Attends. 3. Ah non, bah il a 4 pour moi la tête, hein, avec son accessoire. En fait, parce que là, c'est l'armure du lion, ça. C'est l'armure du lion, ça. Donc le hit de l'armure du lion, voilà. On nous dit ajouter 1 à toutes ces hit locations. D'accord? Parce qu'il est full en armure du lion, hein. White lion, alors la tête lion, le corps lion, les gants, les bottes lion. Ouais, c'est tout lion. C'est tout lion, donc il est vraiment full, hein, ça c'est clair. Il est full. On va vérifier quand même. Ça c'est bon, ça c'est bon. Les mains c'est bon, les jambes c'est bon. Et ça, non, ouais, il est full, donc il a bien 1. Donc en fait il a 2 plus 1 grâce à ça, donc ça fait 3 de partout. Donc 3 de partout, comme c'est indiqué au niveau de la carte. Par contre, ils n'ont pas, pas compté ça. Ça, ils l'ont pas compté. Vous pouvez ajouter en addition un armor à cette location, c'est-à-dire à la tête. Pour moi, ils l'ont pas compté ça, hein. Enfin, c'est... Alors un coup ils comptent, un coup ils comptent pas. C'est ce que je vous disais, c'est un peu chelou leur truc, hein. Pour moi, ils auraient dû tout compter, et puis voilà, hein. Donc à la tête, pour moi, il a 2 plus 1 grâce à ça. Donc ça fait bien 3. Plus 1 grâce à son accessoire. Vous pouvez le porter en addition pour ajouter un d'armor à cette location. Pour ajouter un d'armor à cette location. Donc là, à la tête, il n'a pas 3, il a 4. Voilà. Donc vous voyez, donc là, ils ne l'ont pas ajouté. Alors que, enfin, c'est quand même chelou. Ils auraient pu mettre 4 directement sur la carte. Je veux dire, enfin bref. Donc ça, on a vu, c'est pas mal. Là, il gagne plus 1 de mouvement si c'est relié. Et là, on voit que là, il est relié, mais là, il n'est pas relié, malheureusement. Comme c'est des pulses, il faut forcément que ça soit relié à cette carte-là. Donc là, malheureusement, il n'a pas le plus 1 de mouvement. Là, ça lui donne rien de spécial. Ici, ça lui donne la capacité Pounce. Donc il peut dépenser un mouvement et son activation pour se déplacer de 3 espaces en ligne droite. Ensuite, s'il a bougé de 3 espaces, on peut activer son melee weapon avec plus 1 de force. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi en termes d'action. C'est voilà, c'est une action bondir en fait, hein, ou charge ou bondir si vous préférez. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, après, il faut quand même qu'il dépense ça plus ça, hein. Mais bon, c'est quand même pas mal d'avoir plus 1 de force quand il le fait. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais lui mettre un token ici pour dire que quand il le fait, il aura plus 1 de force. Voilà. Le Frenzy Drink, donc il peut le consumer et du coup il va prendre Frenzy Brain Trauma. Donc le Frenzy on connaît, on l'a déjà eu. Donc je crois, je sais plus exactement c'est quoi, mais je crois que c'est plus 1 d'attaque, plus 1 de vitesse. Mais par contre il peut pas utiliser sa survie, donc à faire à la fin. Ça on vient de le voir. Là donc, est-ce que c'est relié? Non, ça ne fonctionne pas, puisqu'il a un bleu, effectivement il a bien un bleu. Par contre, vous voyez ici, c'est un pulse de rouge, donc il faut forcément relier celui-là. Et comme il n'est pas relié, ça ne fonctionne pas. Il n'a pas la capacité ici, donc ça ne marche pas. Là, on nous dit que quand il bondit, justement, il gagne 1 d'accuracy pour sa prochaine attaque ce tour. Donc ça combotte avec ça. Il va bondir. Et du coup, quand il bondit, il gagne plus 1 d'accuracy pour sa prochaine attaque ce tour. Et comme là, il peut justement ensuite, s'il a bougé de 3 espaces, il peut attaquer, et ben, il aura plus 1 directement. Donc il aura plus 1 de force et plus 1 d'accuracy. Donc je vais lui mettre également quand il bondit. Voilà. Et là, il a le Beast Knuckle, donc c'est une sorte de point américain. Sauf qu'il est pairé, donc ça veut dire que si on a 2, on peut additionner les double D, mais là il n'y en a qu'un, malheureusement. Quand il va faire une wound avec ce weapon, le monstre va gagner -1
de robustesse jusqu'à la fin de l'attaque. Ça, c'est intéressant aussi. C'est vraiment intéressant. Donc, la première blessure qu'il fait, après, il a -1. Donc, s'il fait une deuxième blessure, eh ben, il aura -1. Donc, il touchera plus facilement. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, voilà pour son stuff à lui. Donc, lui, il a quand même un petit combo ici. C'est tout. Après, il était spécialiste. Ah oui, en Qatar, mais alors, en fait, son set d'armure du lion lui donne quand votre weapon sont vos griffes, en fait. Gagnez +1 de speed et +2 de force quand vous attaquez avec des dagues of Qatar. Malheureusement, il n'en a pas. Il lui aurait mis des dagues of Qatar ici. Évidemment, il avait, grâce à son stuff, +1 et +2. Ça aurait été vachement mieux, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais quand même lui mettre le +1 currency quand il utilise le Pounce et le +1 de force quand il utilise le Pounce. Voilà pour ça, pour lui. Il a rien de plus. Il n'a pas forcément de stats, à part quand il fait un Pounce, mais sinon il n'a pas de stats comme avec le collier. Ils n'ont pas énormément de stats en fin de compte, hein, quand on regarde. Pour une année lanterne 8, leurs personnages ne sont pas full stats par rapport aux nôtres où ils ont. Nous, il y a beaucoup de stats. Voilà pour lui. Et puis le dernier personnage, en fait, il y a que. Je crois qu'il n'y en a qu'un ouais, il y a que lui qui a un de force grâce à son collier. Sinon, tous les autres, ils ont pas. Ah si, il y a Brexia qui a +1 d'évasion et +1 de luck. Justement, grâce à son Lucky Charm. Et le +1 d'évasion, c'est grâce à son Monster Grease. Ah, elle a +2, pardon. Elle a +2, je me suis trompé. Regardez, j'ai fait la même erreur. Elle a +2 puisqu'elle a +1 de base grâce au Monster Grease. Le Monster Grease lui donne +1 d'évasion de base. Et en plus, on lui propose encore +1 d'évasion s'il y a 3 verres. 1, 2, 3. Il y a bien 3 verres. Donc là, ça lui fait +2. En stat +2. Ah oui, +2, c'est fort. Donc c'est pas 1 qu'elle a ici, c'est 2. Voilà. Elle est vraiment. Elle est pas mal. Donc +2, effectivement. Lui, +1 parce qu'il n'a pas de rouge, malheureusement. Et puis lui, il a rien pour l'instant. Non, il a rien, il n'a pas de stats, à part quand il pousse. Et sinon, le dernier, donc le dernier, il s'appelle le Rock Knight. Il avait combien d'XP, lui? 4. Donc le Rock Knight, pardon. Il avait même pas de capacité. Il a même pas de capacité de convoi, lui. Ah bah si, il a Orator of Deed. Ok, ouais. D'accord. Donc lui, on va le mettre, je sais pas où. On va le mettre là. Rock. Une grille. Et elle est là. Voilà. Et le dernier, donc le Rock Knight, qui est ici. Donc on nous dit 6 en folie, 3, 0, 4, 4, 4, 4. Ouh, il a 0 quand même aux mains. Bon, il a 6 de folie, hein, c'est juste insane. Il a évidemment 3 de survie comme tout le monde. Donc 3 à la tête. 0 aux mains, 4. 4 de partout après. Voilà, 4 de partout. Et puis on nous dit qu'il a donc 5 de move, ok, 1 de force de base. 2 d'incompréhension. Voilà. Après, on nous dit qu'il. Oui, il a pas mal de choses, lui. Il a club spécialiste 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il a club spécialiste, on regardera après. Il a également 6 Hunt XP. 4, 5, 6. Et il a pas mal de choses, lui, hein. Il a vraiment pas mal de choses. Alors, on va reprendre. On nous dit quoi?
On nous dit qu'il est adoubé par le Kingsman. Donc le Kingsman, c'est un monstre dans le jeu, pour info. Le Rock Knight ne quitte jamais, never leave, donc ne quitte jamais son Love Lorn Rock. Peut-être son arme. Love Lorn Rock, donc j'en sais rien. Je sais pas du tout. Son rock amoureux, mais son rock amoureux, ok. Bon, ça doit être un truc dans son stuff. Ah, mais c'est une femme. Je savais même pas. Parce qu'on nous dit I, on nous dit R. Bah oui, mais en même temps, avec son masque, je pouvais pas voir que c'était une femme. On nous dit allez. Donc elle est squeamish. Donc on va regarder ça sur la carte après. Elle est post-traumatic stress disorder. Elle prend des dégâts. Donc ça, on l'a eu avec Matrimi, je crois. Elle est spécialiste du club niveau 4 avec 6 XP. King Step, elle est club fighter et elle a une détermination à fond quoi. Elle a une détermination débridée. Donc je vais récupérer toutes les cartes. Donc Squeamish là, je sais pas trop ce que c'est. Je vais regarder si c'est fight. Squeamish. Je sais pas si c'est du fight. Hein. Non. Il y a quoi d'autre? King Step, Club Fighter, ça c'est du fight, je suis pratiquement sûr. Club Fighter et King Step, je sais pas ce que c'est. King Step, le roi des gens ou je ne sais quoi, là, des étapes. Attends. Non, 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 non. Squeamish. Squeamish. Post. Le post-traumatic stress, là, on l'avait avec... comment il s'appelle? Je crois que c'était avec Matremi. Il est là. Il nous manque King Step. King Step, je sais pas ce que c'est. Je l'ai peut-être pas, remarque. Je sais pas ce que c'est. King Step, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un fight spécial? Je vais regarder. Un fight secret. Alors c'est effectivement un fight secret. Alors on va regarder ça ensemble. Alors on nous dit en premier. Ah oui, d'accord. Donc squeamish, en fait, ça veut dire c'est quelqu'un qui supporte pas les mauvaises odeurs. Oui, c'est quelqu'un qui... comment dire? Comment dire en français? En plus, je sais ce que ça veut dire, mais c'est quelqu'un de délicat, vous voyez, de fragile. Voilà. De fragile, de délicat, qui... Voilà, en gros. Donc on nous dit, si elle veut. Vous ne pouvez pas gérer les mauvaises odeurs. Vous ne pouvez pas partir avec un stinky gear dans votre gear grind. Donc stinky c'est puant, hein, donc avec un truc puant dans votre inventaire. Si un statut ou un effet vous rend puant, entre guillemets, vous rend stinky, c'est un mot-clé, vous perdez toute votre survie. Ah ouais. Donc voici Squeamish. Donc du coup dans son inventaire, il n'y a rien qui est Squeamish. Et si jamais il y a quelque chose qui la rend Squeamish, elle perd toute sa survie. Bon, ça, je sais pas si on va vraiment en avoir besoin durant le combat. Je vais quand même écrire ici au niveau du disorder, parce qu'on sait jamais si Lyon il rend, il rend Stinky, eh ben, on le saura. Donc Stinky, 0 survie. Voilà, au cas où. Ça m'étonnerait, mais bon, au cas où. Ensuite, on nous dit donc le post-traumatic stress. Donc ça, on le connaît déjà, puisqu'on l'a vu avec Matrimi. Voilà, donc la prochaine phase de Slettement, elle ne peut pas contribuer, participer. Bon, on s'en branle, parce que de toute façon, nous, on va pas le faire. Voilà.
Ensuite, le Club Fight, c'est un art de combat. Donc, quand vous avez 3 ou plus de Bleeding Token, vous gagnez 1 de force et 1 d'accuracy. Oh, intéressant. Ok. Ah, c'est pas Club, c'est Clutch. C'est pas Club Fighter, c'est moi qui m'a lu. C'est Clutch Fighter. Ce qui est complètement différent. Clutch Fighter, ça veut dire qu'elle met du temps à... un peu comme Rocky. Rocky, vous voyez, il prend des coups, et puis après, il devient l'œil du tigre ou je ne sais quoi, et après, il défonce tout le monde. Bah, c'est un peu le même principe, en fait. Elle prend des coups, et après, elle défonce tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. Le King Step. Donc, le King Step... Alors, on nous dit quoi? Quand vous attaquez, vous pouvez discard n'importe quel nombre de Battle Pressure Hit Location qui ont été piochés. Et on pioche un nombre égal de nouvelles locations. Donc en fait, tous les Battle Pressure, elle peut, si elle veut, les enlever pour en piocher des nouveaux. En gros. Donc ça, c'est sa première capacité. Quand on attaque après qu'on ait pioché les hit locations, mais avant de roll les blessures, ce qui est logique, vous pouvez choisir une hit location, piocher, et la discard pour en piocher une nouvelle. D'accord. C'est pas mal ça aussi, hein, ce qu'elle fait elle. Et on nous dit attention, les trappes cancel cet effet. Donc on ne peut pas annuler un trap. Voilà. Ils ont bien fait de le marquer parce que je me posais la question. Donc voilà ce qu'elle a. Ouais. On va regarder son stuff. Ah, elle a aussi le club. Elle a club niveau 4. Hein. Donc elle est spécialiste du club. Donc on va le prendre également. Qui est ici. Elle est spécialiste du club. Quand elle attaque avec un club sur un hit parfait, vous doublez vos tentatives de blessure au total pour la première sélection hit location. Donc ça veut dire que euh, je vais faire une tentative de blessure. Si je rate, bah, je peux retenter en fin de compte. C'est comme si j'avais deux, quoi. En gros. Mais que sur un perfect hit, hein, évidemment, donc sur un coup critique. Doublez vos tentatives de blessure totale sur la première. Ouais, c'est ça. Donc si j'ai une tentative de blessure, je double, ça fait 2. Ok. Bon, ça c'est plutôt intéressant également. Hop. Et puis donc du coup, donc ça c'est bon, on a plus besoin. Et puis son stuff. Donc le Love Lorn Rock, donc c'est ce qu'on nous disait là, vous savez qu'elle ne le quitte jamais. D'ailleurs, elle nous dit elle ne le quitte jamais, hein, tout simplement. Il never be apart. Donc elle ne le quitte jamais. Elle ne peut pas s'en débarrasser, entre guillemets. Elle a un bon dart pour attaquer à distance. Donc on connaît, hein, range 6, Fright, c'est que c'est détruit. Sur une danse hit location, mais je crois que le lion n'en a pas. L'armor spike, c'est pas une armure, c'est quoi? C'est si adjacent au monstre contre, vous prenez une sévère body injury, le monstre se prend une blessure. Hmm. Donc si elle est adjacent au monstre contre, elle se prend une sévère body injury. Hein, donc une sévère, c'est une grosse blessure. Body, donc simplement sur le body, et ben le monstre va se prendre également une blessure parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une représailles à cause des pics, je suppose. Voilà, c'est comme s'il y avait une représailles quand elle se fait taper, entre guillemets.
Le Skull M, on le connaît puisque on l'a, nous aussi, dans notre campagne. L'armure, donc le régal placard, c'est Curse. Donc ça, c'est un mot-clé, Curse. Je sais pas ce que ça veut dire. Curse, c'est... mince, je le connais en plus en français. Vous savez, on le voit souvent, ce mot, dans Horror Arkham, par exemple. On est béni. Et ben l'inverse de béni. Alors je l'ai sur le bout de la langue, hein, mais voilà, curse, ça veut dire que c'est l'inverse de béni. Donc c'est maudit, voilà. C'est bon, j'ai trouvé le mot français. Donc ça me fait souvent ça, hein. Quand je lis en anglais, j'ai du mal à trouver les mots en français. Pourtant, je connais très bien les mots, je sais exactement ce que ça veut dire. Mais c'est comme ça m'arrive souvent. Donc curse, c'est maudit. Donc elle est maudite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il faut... je regarde dans les mots-clés. On regardera après. Puis en plus, il y a un événement ici, vous voyez. Donc King Curse, ça c'est un événement que l'on doit faire. On nous dit au lendemain, alors Aftermath, c'est au lendemain King's Curse, donc au lendemain qu'elle soit maudite, je suppose. J'en sais rien. Je sais pas trop comment ça marche, là, c'est un peu spécifique. Je sais même pas ce que c'est cette armure, là. Donc voilà. Bon, nous, je pense pas que ça nous intéresse, mais bon, on va quand même regarder Curse après. On est donc au niveau du club, on nous dit que sur un Perfect Hit, le monstre est Daze. Donc Daze, c'est hébété, entre guillemets. Oui, il a perdu un peu le. Comment dire? Il est dans les vapes. Il va gagner moins un speed token jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Et attention, on nous dit que le monstre peut être hébété, donc Daze, qu'une seule fois par round. Par contre, donc il va gagner moins un speed token jusqu'à la fin de son tour, je suppose. Parce que sinon, ça sert à rien. Oui, c'est ça, de son tour. Sinon, effectivement, ça sert à rien. Donc ça peut être pas mal, hein, de l'attaquer comme ça, il perd moins de speed. Ça peut être intéressant. Ensuite, ici, on dit au début du showdown, gagnez 2 speed et 2 de force token. Si vous êtes fou, tous vos gears dans votre gear ring ont le mot-clé bone. Je sais pas c'est quoi bone. Enfin, bone, je sais ce que c'est, mais je sais pas ce que ça veut dire dans le jeu en fait. Le mot-clé bone, je sais pas ce que ça veut dire. Au début du showdown, gagne 2 speed et 2 de force token. Et si vous êtes fou, en fait, tout simplement. D'ailleurs, il est fou, oui, il est fou. Alors, est-ce que c'était compté? Je pense pas, hein. Pour moi, ça n'a pas été compté, ça. Donc ça, il faut que je lui ajoute, moi. Parce que là, il est fou, donc je vois pas pourquoi il gagnerait pas. Je pense qu'il gagne les 2 tokens, hein, clairement. Donc je vais lui mettre. Au début du showdown, gagne plus de speed et gagne plus de force token si insane. La question que je me pose, c'est s'il est plus insane, est-ce qu'il les a encore? Je pense pas, pour moi. Pour moi, je pense pas. Dès qu'il est plus fou, il les a plus. Donc, la question c'est est-ce que je lui mets ici, dans ses stats? Bref. Ah, je vais pas lui mettre dans ses stats parce que comme c'est pas tout le temps, donc plus de speed, c'est beaucoup speed. Hop, plus de. Donc plus de speed et plus de force. Ah ouais, c'est fort quand même. J'ai même plus de. J'ai plus assez de tokens, faut que j'aille en chercher. Donc pareil, je vais lui mettre là-dessus, et puis quand il sera plus fou, mais là, tant qu'il est fou, c'est bon. Et il gagne Bone Keyword, donc je sais pas ce que c'est, il faut qu'on regarde. Donc là, pareil, il maudit, et puis le lendemain, il fait ça, mais je sais pas. Et là, pareil, il maudit, et le lendemain, on fait ça. Donc je vais aller voir donc, dans le livre le mot-clé maudit, déjà, et puis le mot-clé Bone. Donc je reviens. Le mot-clé Bone, en fait, il nous dit que c'est une ressource commune, c'est un mot-clé d'une ressource commune. Ça veut dire qu'en fait, bah en fait, j'en sais rien. C'est juste que tous ces gears ont le mot-clé bone. Voilà. Ce qui est déjà le cas en fait. C'est bizarre son truc. C'est chelou. Vous voyez là, tous ces gears ont bone en mot-clé, ce qui est déjà le cas en fait, hein. Donc je vois pas pourquoi ça le fait en plus. C'est un peu bizarre. Bon, de toute façon, ça nous intéresse peut-être pas trop. C'est peut-être qu'il peut
Peut-être que son stuff, vu que c'est un bone, ouais, non, je sais pas. Enfin, on verra. Si jamais, à un moment donné, on nous dit que le lion, il casse du stuff bone, par exemple, ben, on sait que lui, ça va le casser. D'accord, je viens de comprendre, en fait, c'est une condition, c'est pas... je crois que c'est une condition. En fait, il gagne plus de speed et plus de force token s'il est fou. Et si, en fait, c'est une condition, mais moi, je l'ai pas lu tel quel. Et si tout son équipement est bone. Ah, le mot-clé bone, pardon. Ce qui est le cas, là, hein. Tout est bone là, hein. Vous pouvez regarder, tout est bone, il n'y a rien qui n'est pas bone. Donc là, comme tout est bone, ça fonctionne. En fait, c'est une condition pour gagner plus de speed et plus de force. Ok, donc au début du Showdown, gagner 2 speed et 2 de force token si fou. Et ils auraient pu rajouter si aussi. Et si tous les gears ont le mot-clé bone, en fait. Ça aurait été plus juste de le dire comme ça, parce que là, on comprend que tout son stuff gagne le mot-clé. Enfin, remarque, gagne, non, pas trop. Bon, c'est peut-être moi qui ai mal lu en fait, hein. Ok. Mais bon, en tous les cas, ça veut dire ça. Je vais regarder donc Curse, maudit du coup. Donc maudit, on nous dit sur le livre que c'est une spéciale rules, donc une spéciale règle de l'équipement. Cet équipement ne peut pas être retiré depuis le Gear Green pour n'importe quelle raison. Si le survivant meurt, on archive le gear. On va pas le récupérer en fait. Voilà, c'est ça, Curse. Ok. Mais bon, nous on s'en branle parce que de toute façon, on va pas faire de phase de colonie avec eux. Donc ça nous intéresse pas trop. Pour l'instant, on s'en fout de ça. Donc récapitulons. Il a un bonus plus 2 de speed, plus 2 de force. S'il est fou. Donc ce qui est le cas là. Donc je vais lui mettre. Et puis il a... je vais peut-être lui mettre autrement. Je vais pas lui mettre les tokens. Donc on a dit plus 2 de speed ici. Donc 2. Et plus 2 de force. Donc il a 1 de force de base, plus 2, ça fait 3. Donc je vais lui marquer 1 plus 2. Et je vais entourer le 2 là et le 2 ici. Et je vais lui marquer s'il est insane. Voilà. Je vais me faire un petit mémo technique comme ça. Un petit mémo comme ça. Donc il a 1 de base plus 2. Et ça, 2, c'est que s'il est insane. Et là aussi. Voilà. C'est mieux, je préfère faire comme ça. Il y a beaucoup de choses à se rappeler. Je pense que j'aurai plus de facilité à me souvenir comme ça qu'en mettant des tokens in-game. Parce qu'il va falloir que je lise à chaque fois. Voilà. Et puis sinon, le reste, c'est standard. Alors attention, 2, 7, 3. Sur un parfait hit, il peut daze le monstre. Donc ça peut être intéressant. Il y a sûrement des trucs que je vais devoir relire, évidemment, en jouant, hein, parce que je me souviens pas de tout. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais voilà. Bon, je pense que c'était important de faire le tour des personnages, le tour des équipements, le tour des spécialités de chacun. Parce que c'est des personnages que je ne connais pas. Ce n'est pas des personnages de la colonie. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Donc voilà, je pense que c'était vraiment important de faire ça. Donc ça a été un petit peu long, je vous l'accorde. Mais ça me paraît indispensable pour essayer de jouer un minimum correctement. Voilà. Après, c'est comme ça. Donc là maintenant, on va pouvoir commencer le combat. Maintenant qu'on a vu à peu près tous les personnages. J'espère donc ne rien oublier. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ne rien oublier dans les règles, donc veuillez me pardonner si c'est le cas. Et puis ben, je vais faire au mieux pour essayer de me souvenir de tout. Donc vous voyez quand même que ça reste quand même, quand une fois qu'on a nos personnages qui sont quand même bien développés, il y a énormément de capacités, énormément de combos à tous se souvenir. Donc ça devient un jeu quand même assez stratégique. Les tours, il faut bien calculer tout ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Voilà, à peu près. Lui, il a pas de. Lui, c'est le seul qui n'a pas de. Ouais, c'est le seul qui n'a pas de. Mais il est préparé. C'est le seul qui n'a pas de capacité de combat. Tous les autres en ont, mais lui, il n'en a pas. En même temps, c'est normal, il n'est pas level up. Par contre, il est préparé. Non, c'est qui est Star Wars? Star Wars, là, c'est qui? C'est lui. Il peut pas être KO sur un brain trauma. Donc lui, c'est Gadrock. Gadrock, il est là. Ok, il faut que je me souvienne de tout, hein. Ça va être compliqué quand même de tout gérer, tout se souvenir. Ça va être compliqué, hein, clairement.
Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Ouais, Stalwart, c'est vigoureux. Je savais pas ce que ça voulait dire, c'est vigoureux, Stalwart. Ici, il peut pas être KO, sauf par un brain damage, enfin, par un brain damage ou intimidate. Donc ça, faudra bien s'en souvenir. Eh ben, ça risque d'être compliqué. Ok. Bah écoutez, on va pouvoir commencer au combat. Donc on est pratiquement à 2 heures de vidéo. Donc ce que je vais faire, bah, je vais changer mes plans, puisque je vous avais dit que je ferai en 3 étapes, parce que je pensais pas que ça allait être aussi long en fait de découvrir les personnages. Mais si, c'est très long. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une deuxième partie. Je vais couper la vidéo ici, maintenant que la mise en place est faite et que la découverte des personnages est faite. Et puis comme ça, je vais pouvoir récolter vos commentaires avant de commencer. Et puis on va pouvoir commencer le combat du lion, donc directement sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour l'affrontement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.